associée aux, je dirais, complications après la transplantation, eh bien l'obésité ressortait heureusement que heureusement, c'est déjà pas un bon résultat, mais comme facteur associé à la perte du greffon, mais pas bien sûr au décès du patient. Donc par contre, il y a un avantage de greffer ces patients obèses par rapport à les laisser en dialyse. Ça, c'est indéniablement démontré, notamment là encore par des données américaines qui sont riches dans le domaine. On voit qu'effectivement, par rapport à la dialyse, même pour des IMC élevés, je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais on a une diminution en tout cas du risque de décès de ces patients. Alors à pondérer tout de même par un phénomène, effectivement, puisque en fait, après l'intervention chirurgicale, et ça pour tous les patients, qu'ils soient obèses ou non obèses, on a une augmentation du risque de décès lié à l'intervention qui va diminuer progressivement dans le temps et rejoindre, je dirais, et puis ensuite passer en dessous du risque qui persiste, je dirais, pour le patient qui reste en dialyse. Et ce temps de retour, justement, à un risque de décès égal, je dirais, aux patients dialysés après la transplantation, il va passer donc, de 70 mois pour les patients, je dirais, à morphologie normale, à 145 mois. Oui, c'est ça. Non, pas peut-être pas 145 jours, pardon, 145 jours après la transplantation. Bonjour, excusez-moi. Donc c'est aussi à pondérer parce que en fait, les patients qui ont les IMC les plus extrêmes, au-delà de 35 ou 40, le bénéfice il n'est pas aussi évident que pour les patients, je dirais, qui sont obèses, d'obésité de type 1 ou 2, et notamment ici dans les données américaines, chez les patients d'ethnie noire, où effectivement l'avantage de survie par rapport au fait de rester en dialyse ne se retrouve plus, notamment pour les IMC extrêmes supérieurs à 40. Donc ça, effectivement, c'est un autre travail qui montre aussi que, effectivement, l'avantage de survie par rapport à la dialyse, il est préservé jusqu'à au moins, pour des IMC inférieurs à 40, et qu'au-delà de 40, en fait, on ne retrouve plus cet avantage de survie des patients obèses. Donc, quelle évaluation, en fait, on va faire pour les patients obèses avant la transplantation, et justement pour essayer de diminuer les risques de complications qu'on a vues et les mauvais résultats de la transplantation chez certains d'entre eux. Alors, on regarde les méthodes de mesure de l'obésité, finalement, ça c'est une enquête qui avait été faite dans différents centres pour voir la façon dont ils avaient d'évaluer l'obésité chez leurs patients. Évidemment, l'IMC, qui est très facile d'accès, représente la majorité des outils utilisés pour définir l'obésité chez les patients. Mais il y a également 22% donc des répondants qui utilisent le ratio taille sur hanche, tour de taille pardon, sur tour de hanche, et 13% des patients qui vont utiliser l'épaisseur cutanée comme un indicateur de l'obésité. Alors, quand on interroge justement également ces différents centres sur quel est finalement leur seuil au-delà duquel ils ne vont pas inscrire les patients en greffe, vous avez quand même donc 27% qui ont un cut-off à 30, donc à partir du moment où les patients sont obèses, ils ne vont pas pouvoir avoir accès à la transplantation, 30% qui vont répondre 35, et puis 7% seulement qui vont répondre jusqu'à 40 d'IMC. Donc il y a des disparités effectivement importantes entre les équipes sur l'accès des obèses également à la transplantation. Alors quand on regarde les recommandations, qu'elles soient australiennes, américaines ou européennes, finalement toutes disent qu'il n'y a pas de contre-indication absolue d'accès à la transplantation aux patients obèses, avec tout de même des réserves, c'est-à-dire toutes recommandent effectivement des actions de perte de poids chez ces patients, et notamment à partir de 35 d'IMC pour les Américains, avec on va le voir effectivement, des programmes assez agressifs sur la perte de poids qui, je dirais, jusqu'à la chirurgie bariatrique. En Europe, c'est assez flou, avec effectivement
précautions à prendre pour les patients avec un IMC supérieur à 30 et donc des programmes de réduction de poids. Et en Australie également, au-delà de 40, ils disent qu'effectivement, l'avantage par rapport au fait de rester en dialyse reste pour l'instant à démontrer. Alors, le poids des comorbidités, en fait, a été pas mal démontré dans pas mal d'études, c'est-à-dire que tous les obèses n'ont pas forcément le même risque. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par une équipe allemande qui a repris rétrospectivement tous leurs patients obèses qui ont été transplantés et qui ont regardé effectivement leur devenir en fonction s'ils étaient diabétiques ou non avant la transplantation. Et donc, clairement, ce qui montre, c'est que effectivement, il y a beaucoup plus de pathologies coronaires chez les patients obèses diabétiques, qu'il y a également beaucoup plus de reprise, un temps de reprise de fonction du greffon qui est beaucoup plus important chez ces patients par rapport aux patients non diabétiques, et également des problèmes d'hospitalisation et de décès qui sont plus importants chez ces patients, avec une courbe de survie qui est effectivement statistiquement moins bonne chez les patients obèses et diabétiques, alors que les patients obèses non diabétiques, eux, finalement, ont de bons résultats qui se rapprochent de ceux des patients qui ne sont pas obèses et qui ne sont pas diabétiques. Il y a également la composition finalement et l'état nutritionnel du patient qui peut également influencer le résultat de la transplantation chez ces patients. Là, il s'agit d'un travail qui a pris en compte en fait la créatininémie au moment de la transplantation des patients et qui a montré que le taux de créatinine était mieux corrélé à la survie des greffons et des patients chez les patients obèses que l'IMC finalement, et que ça prédisait mieux effectivement la mortalité chez ces patients. Donc chez les patients qui aient un BMI élevé ou normal, c'est la créatininémie au moment de l'appel de greffe, lorsque celle-ci est élevée en fait. Plus cette créatininémie est élevée, plus les chances de survie des patients sont importantes. Alors, comment est-ce qu'on peut justement évaluer la répartition de cette masse grasse chez les patients qui peut peut-être jouer un rôle sur la réussite de la greffe? Donc il y a des techniques d'imagerie qui ont été utilisées justement pour évaluer la graisse viscérale abdominale, ici le VAT. Ça c'est par des moyens scannographiques qui sont effectivement, c'est la graisse qui est associée en tout cas à l'inflammation chronique et effectivement à l'obésité abdominale. Donc cette graisse abdominale, évaluée ici par scanner, par la VAT, elle est associée à une prévalence accrue des affections comme le diabète, comme le syndrome métabolique, et également elle est associée à une augmentation des problèmes artériels avec des plaques aortiques qui sont plus importantes donc chez ces patients qui ont un VAT élevé. Donc ces paramètres d'imagerie ont été testés notamment par une équipe parisienne récemment, donc sur une cohorte de 76 patients avec un IMC supérieur à 30 et qui avaient tous eu un scanner avant la transplantation. Donc ce qu'ils ont montré, donc l'IMC moyen ici était de 33 kg par mètre carré, et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait c'était la distance entre la peau et les vaisseaux sur lesquels on va greffer les reins qui était associée à plus de complications après la transplantation. Donc c'était un facteur, je dirais, associé à ces complications au même titre que l'âge. Alors localement également, l'équipe d'urologie à Besançon a repris également la même je dirais, philosophie, mais en testant ces paramètres mesurés en scanographie sur plus de patients, donc ici 333 patients, qui avaient, donc pour 21% d'entre eux, donc 68 patients avaient une IMC supérieure à 30, et ils ont regardé l'impact effectivement de ces mesures, notamment la distance cutanée vaisseau, mais également la surface, je dirais, de la masse grasse abdominale. Donc toutes sortes comme des facteurs de risque associés aux complications en analyse univariée, mais par contre, lorsque on les groupe avec d'autres paramètres qui peuvent être associés aux complications chirurgicales, eh bien, aucune ne se détache comme étant une valeur qui pourrait permettre de dire, ben voilà, tiens, ce patient, eh bien, il faut peut-être mieux pas le transplanter parce qu'il a beaucoup de risques de complications.
ça c'était pour la survie du greffon. Pareil, il n'y a que le VAT qui sort comme un facteur de risque associé à une moins bonne survie du greffon en univarié, mais associé aux autres paramètres qui peuvent influencer cette survie, en fait, ça ne sort pas. Alors, quelles actions on peut mener justement avant la transplantation pour justement essayer d'améliorer ce risque? Donc, bien sûr, l'obésité, c'est une approche multidisciplinaire, que ce soit en maladie rénale chronique ou non d'ailleurs. Et donc, il faut effectivement le concours des équipes de néphrologie, des médecins de rééducation, des kinés, des profs-papas, des nutritionnistes, des chirurgiens, lorsqu'il faut envisager une chirurgie bariatrique avant la transplantation, et les travailleurs sociaux pour essayer justement d'aider le patient à perdre du poids. Donc il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a ce qu'on appelle les interventions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à haute intensité sur le mode de vie, où là, effectivement, ce sont des objectifs qui vont combiner un régime alimentaire, de l'activité physique, des thérapies comportementales, et qui peut entraîner une perte de poids de 5 à 10% chez ces patients, mais ce sont quand même des programmes qui sont lourds, avec des régimes diététiques qui sont hypocaloriques, un niveau, je dirais, d'activité physique qui est relativement modéré pour perdre du poids, mais qui va augmenter pour justement que le patient maintienne son poids. Et donc les résultats sont variables et pas toujours maintenables dans la durée, et notamment chez nos patients, puisqu'ils ont déjà des problèmes, des défis liés à l'alimentation spécifique de leur pathologie, avec des restrictions, des capacités d'exercice qui sont limitées. Et donc chez nos patients, en tout cas, cette intervention seule me suffit pour la plupart du temps pas. Donc après, il y a des approches dites pharmacologiques qui vont combiner des conseils de changement de style de vie, qui sont d'intensité faible à modérée, avec des traitements qui sont connus pour justement favoriser la perte de poids. Donc ça, ce sont beaucoup de stratégies qui sont utilisées en Amérique du Nord, qu'on a peut-être un peu moins ici, en tout cas en France, et qui vont utiliser des traitements, soit qui vont empêcher l'absorption de graisse, soit qui vont augmenter l'activité sympathique et donc augmenter la dépense énergétique du patient, soit qui vont utiliser les propriétés, notamment des agonistes du GLP-1 qui sont utilisés dans le diabète pour faire perdre du poids aux patients, associés tout de même à des mesures hygiéno-diététiques. Alors, la dernière molécule qui est aussi un agoniste de GLP-1, qui donc a été publié il y a 2 ans dans le New England, qui est donc le tirzapatide, j'aime bien le dire. Donc c'est bien, ça fait bien perdre du poids associé aux mesures bien sûr diététiques, mais avec des effets indésirables qui sont près d'un tiers de problèmes digestifs. Moins de 6% des patients qui ont été inclus dans cette étude n'avaient pas de comorbidité, avaient une comorbidité, donc ça ne représente pas nos patients. Il n'y avait pas en tout cas de patients insuffisants rénaux terminaux, et l'efficacité à long terme reste à questionner, puisque les traitements étaient de 18 mois et le suivi a été de 29 mois dans cette étude. Donc après, il y a la solution chirurgicale, donc la chirurgie bariatrique, qui doit être réservée aux IMC, donc obésité de classe 3 ou obésité de classe 2, avec des comorbidités qui ne sont pas contrôlables avec les traitements habituels, je dirais. Donc toutes les recommandations sont les mêmes. Il faut d'abord que les candidats aient essayé, échoué avec des mesures de perte de poids non chirurgicales appropriées. Il faut évaluer le bénéfice-risque individuel, et c'est là qu'il y a quand même un certain flou, puisqu'il n'y a pas vraiment de recommandations claires. Et puis il y a des critères d'exclusion qui ont été édictés par les sociétés savantes, notamment effectivement la difficulté à suivre effectivement d'un point de vue psychologique de tels programmes. Donc il y a différentes techniques opératoires qui sont connues. Je ne suis pas chirurgien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les deux plus utilisées, donc on va le voir, c'est la sleeve gastrectomie ou la gastrectomie longitudinale. On va enlever une partie de l'estomac pour diminuer le volume gastrique. Donc c'est ce qu'on va appeler une chirurgie restrictive. Et puis il y a le bypass gastrique, ou en Y, où on va effectivement dériver une partie une partie du bol alimentaire directement dans le duodénum, avec une gastro-jéjunostomie. C'est la technique du bypass.
qui, on va le voir, peut poser des problèmes en post-transplantation. Donc il n'y a pas de consensus sur le type optimal de chirurgie à adapter chez les patients qui sont en attente de transplantation. Alors, globalement, il y a une sécurité de la procédure chez les patients MRC stade 5 et chez les dialysés, avec donc des taux de mortalité et de complications qui restent quand même relativement faibles dans les études, enfin dans les méta-analyses qui reprennent l'essentiel des études chez ces patients. Il y a également, donc, quelle que soit la technique chirurgicale utilisée, pas une technique qui, je dirais, surpasse l'autre en termes de complications ou de risques pour le patient. Par contre, en post-transplantation, on voit que la technique du bypass peut être problématique puisque on va avoir des variations dans la concentration maximale et le temps d'atteinte de cette concentration maximale pour les différents immunosuppresseurs utilisés après la transplantation, avec des risques de sous-dosage et donc de rejet chez ces patients. Et donc ça a été montré récemment, effectivement, dans une cohorte qui avait comparé des patients obèses, donc, qui avaient eu un bypass par rapport au contrôle. En termes de dose d'immunosuppresseurs, à un mois de la transplantation, il a fallu augmenter les doses chez ces patients. Et il y a eu également plus de rejets chez les patients qui avaient été greffés avec un bypass. Donc, ce qu'il faudrait plutôt privilégier, ce serait la cystectomie plutôt que le bypass, bien qu'il n'y ait pas vraiment de données pharmacologiques très claires en post-greffe chez ces patients-là. Donc, ce qu'on sait, c'est que tous les patients donc, qui ont cette gastrectomie avant la transplantation, comparés à des receveurs qui avaient un IMC similaire mais qui n'ont pas été opérés, eh bien, il y a plutôt une amélioration du profil tensionnel. Il n'y a pas en tout cas eu un avantage chez ces patients-là en termes de réadmission, même s'il y a une petite tendance à moins de réadmission après la greffe. Et puis il y a quand même une diminution par contre de la reprise retardée du greffon chez ces patients. Alors il y a une polémique quand même sur la perte de poids chez les patients dialysés, c'est que, et notamment qui a été mis en lumière par les équipes de CNE, qui ont effectivement mis en garde sur la perte de poids rapide ou tardive juste avant la transplantation chez les patients dialysés, avec une augmentation notamment du risque de décès chez ces patients qui n'étaient pas retrouvés chez les autres types de patients. Alors ça c'est à pondérer puisqu'il y a une étude qui a été publiée en 2021 qui a effectivement essayé de nuancer cette perte de poids rapide chez ces patients en fonction de savoir en fait si elle était volontaire, c'est-à-dire dans le cadre d'un programme effectivement mis en place, ou si elle était complètement involontaire et liée donc à un autre problème médical chez ces patients. Et donc dans ce travail, en fait, ils mettent en évidence que c'est la perte de poids non intentionnelle chez les patients obèses qui est associée effectivement à un risque de décès et également à un risque d'échec de la greffe. Il y a également, je vais terminer par ça et je crois que mon temps arrive à terme. Donc la chirurgie robot-assistée, c'est ce qui a aussi été mis en avant chez les patients qui sont obèses comme solution justement pour diminuer les complications chirurgicales de la chirurgie ouverte et qui peut peut-être permettre à ces patients, sans devoir perdre un poids important, d'avoir des greffes qui sont un peu moins compliquées. Donc il y a effectivement une équipe qui est un peu, je dirais, leader dans ce domaine, qui est l'équipe de Chicago, qui a publié pas mal de papiers autour justement de ce type de chirurgie robot-assistée qui montre qu'en fait, qui diminue bien les infections liées à la plaie chirurgicale. Et donc il y en avait 0 chez les patients qui avaient été transplantés par chirurgie robotique. Il y a également, donc là c'est toujours, la plupart du temps c'est quand même des patients qui ont une transplantation donneur vivant, donc chez des patients qui avaient une obésité de stade 3, ils ont pu également montrer par rapport à une cohorte historique en chirurgie ouverte que effectivement il n'y avait pas en tout cas de grosses différences entre les deux chirurgies. Finalement la survie patient était bonne dans les deux cas, la survie greffon était également bonne dans les deux cas, mais il faut bien avoir en tête que c'était de la chirurgie donneur vivant.